On va commencer. Je suis Jean-François Thirault, directeur chef de projet au sein de Deloitte Société d'avocats, et je suis accompagné de Marion Oliviero, avocate manager. En quelques mots, Deloitte Société d'avocats, c'est l'un des premiers cabinets en France d'avocats spécialisés en stratégie fiscale et juridique internationale. Ce sont quasiment 600 collaborateurs en France répartis sur 10 bureaux. Plus spécifiquement, aujourd'hui, Marion et moi représentons donc la ligne de service GI Cube, spécialisée en financement des innovations et des transitions. Nous accompagnons les clients, quelle que soit leur taille, de la start-up ou au grand groupe, dans la structuration et l'obtention de financements publics non dilutifs pour leurs projets d'innovation et de transition. Transition numérique, technologique, industrielle ou environnementale. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire et intégrée de quasiment 70 collaborateurs, avocats, fiscalistes, financiers et experts scientifiques de tous bords pour permettre un accompagnement sur les différents dispositifs de financement, que ce soit du CIR, C2I, C3IV, subventions publiques et plus largement l'ensemble des incitatifs fiscaux dédiés à l'innovation et aux transitions. Nous accompagnons les clients de bout en bout, depuis l'identification des dispositifs pertinents, le montage de dossiers, la sécurisation, l'obtention de fonds et éventuellement, malheureusement, en cas de contrôle, on peut vous représenter face aux tribunaux. Nous sommes des experts reconnus, donc un acteur majeur sur ce secteur. Nos expertises sont éprouvées. Plus de 600 millions d'euros de crédit impôt recherche défendus auprès de 200 clients. Quasiment 70 millions d'euros obtenus en 2025 au titre des agréments C3IV, quasiment 70% de taux de réussite, 80% taux de réussite dans les candidatures à appels aux projets en subvention publique. Et nous avons collaboré avec l'administration fiscale en 2019 à l'élaboration du régime de l'IP Box. Donc tous ces dispositifs-là que Jean-François a évoqués sont des dispositifs qui ne sont pas forcément des dispositifs récents, mais c'est des dispositifs qui sont, je m'avance pour voir tout le monde, de plus en plus dynamiques et de plus en plus sollicités en lien avec le contexte international et le contexte national aussi. Il y a eu un véritable réveil des États lors de la crise du Covid. Ça a été ensuite exacerbé par ce qui s'est passé en Ukraine avec l'invasion de la Russie. Et plus récemment encore, c'est des choses qu'on continue à voir avec le président Trump qui bouscule un petit peu le contexte international. Plus récemment, la guerre au Moyen-Orient. Donc tout ça, ça interroge l'Europe, ça interroge l'État français sur notre compétitivité, notre souveraineté, notre capacité industrielle et puis notre capacité à innover vers des solutions qui seront les solutions de demain. Et donc pour ça, on a les dispositifs entre guillemets historiques qui sont de plus en plus robustifiés, renforcés, et en parallèle de ça, des nouvelles opportunités qui émergent pour répondre à ces enjeux majeurs pour demain. Et tout ça, c'est à mettre en parallèle avec les grandes questions de budget, de finances publiques, puisqu'il faut un équilibre entre ce booster qui va être nécessaire pour les entreprises et puis derrière la résilience des États d'un point de vue budgétaire. Donc c'est pour ça qu'on a d'un côté des dispositifs majeurs et ciblés qui émergent et qui sont de plus en plus forts, et d'autres des rabotements dont on va vous parler sur des choses qui coûtent aujourd'hui très cher. Donc là, ce que Jean-François vous a mis à l'écran, c'est la partie subvention publique, et c'est la première qu'on va aborder parce que c'est le grand axe de développement qu'on a constaté depuis post-Covid. Donc sur les subventions publiques aujourd'hui, on est face à un essor de dispositifs. On en avait historiquement au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France. Mais là, avec le plan de relance qui a suivi le Covid et puis France 2030 qui en a pris la suite, on a, rien qu'au niveau français, un budget de 54 milliards d'euros dédié à nos entreprises et au secteur qu'on souhaite dynamiser. Donc tout ça, en fait, ça va permettre d'avoir des subventions qui, en pratique, sont du cash pour les entreprises. On va vraiment être sur des besoins en matière de trésorerie. Ça va être des boosters pour les projets. Et ces subventions-là, elles vont être obtenues à l'issue d'un processus qui est un processus compétitif. Comment ça marche en pratique? Vous avez des projets, des appels à projets, et donc c'est la relation entre les deux qui va vous permettre de déposer une candidature, et cette candidature qui va vous permettre d'être lauréat d'une subvention publique. Donc on est vraiment sur une approche de compétition entre les différentes entreprises pour obtenir le financement.
Et ce financement-là, il va dépendre de la taille de votre structure, de la nature de votre projet, et tout ça, c'est encadré par l'Union européenne. Donc comment c'est encadré en pratique? Vous avez des maximums, des intensités maximum. Par exemple, si vous êtes une grande entreprise qui menait un projet de recherche et développement, le taux de soutien maximum auquel vous allez pouvoir prétendre, c'est 25%. Mais ce taux-là, si vous réalisez votre projet en consortium, par exemple, il passe à 40%. Si vous êtes une PME, il peut passer à 35%. Donc voilà, c'est pour ça la taille de l'entreprise, la structure du projet, elle compte. De la même façon, sur un projet de transition environnementale, donc typiquement, vous allez investir dans un équipement sur votre ligne de production pour qu'elle soit moins énergivore ou autre. Là, vous allez avoir des soutiens qui vont être entre 30 et 40% pour le même type de taille d'entreprise, donc toujours pour une grande entreprise. Et encore une fois, c'est majoré si vous êtes une plus petite structure. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui rentrent en considération. On n'est pas sur des règles blancs ou noirs, mais en tout cas, il y a des sous à aller chercher sur cet aspect-là. Et la question, c'est sans doute, est-ce que vos projets à vous, finalement, ils peuvent bénéficier d'un soutien public? Certainement que oui, parce que ce que les autorités vont regarder, c'est l'impact de vos projets à 3 égards. La première question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que vous êtes sur un projet de R&D? La R&D, on la comprend de plusieurs façons, mais en matière de subvention publique, il faut quand même l'entendre assez largement. Ça va inclure la R&D produit. Donc, est-ce que vous développez un nouveau produit qui va avoir des impacts intéressants? Est-ce que vous avez un nouveau procédé industriel aussi? Est-ce que finalement, vous repensez votre procédé industriel pour qu'il soit plus vertueux sur le plan environnemental? Tous ces aspects-là, voilà, ça va rentrer dans ce qu'ils appellent la catégorie R&D. Et donc là, pour sûr, vous avez un dispositif qui va vous permettre potentiellement de candidater. Après, l'intérêt de candidater, c'est autre chose. Mais le dispositif existe. La deuxième question, c'est est-ce que votre projet a un intérêt sur le plan environnemental? Encore une fois, ça doit s'entendre assez largement, c'est-à-dire que est-ce que vous avez un produit qui est éco-conçu? Est-ce que votre projet, c'est un projet de décarbonation? Est-ce que votre projet, c'est un projet qui vous permet d'avoir un impact en termes de ressources qui est intéressant? Vous consommez moins d'eau, vous émettez moins de carbone. Voilà, toutes ces choses-là doivent entrer en ligne de compte. Et le troisième volet, et avec le contexte, je l'ai déjà un petit peu survolé, c'est la question de l'impact sur le territoire. Est-ce que votre projet, il génère de l'emploi? Est-ce que votre projet, il inclut des besoins en matière de formation? Peut-être que voilà, il y a besoin de former vos équipes. De la même façon, est-ce que votre projet, il a un impact en matière de souveraineté? Typiquement, lorsqu'on est sur des projets stratégiques, parce que c'est un produit qu'on ne fait plus depuis longtemps en Europe, par exemple, là, les autorités publiques, en général, elles sont quand même au rendez-vous. Donc voilà, on est quand même sur un pays qui est assez généreux, il y a beaucoup d'opportunités. Par contre, l'enjeu, voilà, ça va être de s'y retrouver. Et le dernier volet, c'est le volet du consortium, parce que les autorités publiques, elles ont à cœur qu'un certain nombre de projets soient réalisés avec plusieurs partenaires, parce qu'en pratique, ça aide souvent des PME aussi à être embarquées par des plus grands groupes. Et puis, il y a du transfert de connaissances, notamment avec les organismes publics. Et donc, ces projets-là, je le disais pour les taux, il y a des taux majorés, mais il y a aussi des dispositifs qui vont être ouverts exclusivement pour ce type de projet. Donc voilà, c'est un petit peu les 4 grands triggers qui vont nous permettre d'identifier si un projet a des chances d'être soutenu ou pas. Après, je le disais, l'enjeu, c'est de s'y retrouver, parce que les subventions publiques, c'est un écosystème extrêmement riche, très dynamique. C'est super, mais en revanche, il faut identifier le dispositif qui est pertinent sur votre thématique, sur votre taille d'entreprise, et celui qui vous permettra en pratique d'avoir un vrai soutien public. Donc là, notre recommandation, alors pas par nous ou d'autres vraiment, mais c'est de vous faire accompagner si vous ne l'avez jamais fait, parce qu'il faut quand même s'y retrouver avant de faire un dossier de candidature qui sera chronophage. C'est un petit peu lourd à faire un dossier de candidature, il faut en avoir conscience. Donc c'est pas forcément une très bonne stratégie de tirer à tous azimuts. Et à ce propos, votre dossier de candidature, il doit se démarquer. Je le disais au début, c'est que les subventions publiques, c'est quelque chose qui est compétitif. Donc sur un même dispositif, l'autorité de financement, elle va recevoir X projets, X candidatures. Donc il faut que la vôtre, elle se démarque des autres. Il faut faire un bon dossier de candidature. Nous, ce qu'on a coutume de dire, c'est que faire une candidature, globalement, je pense que tout le monde en est capable. On remplit des cases, on explique son projet. Mais faire un bon dossier avec un projet qui soit bien positionné, qui mette bien en avant ses avantages, ses impacts, c'est un autre travail. Et donc, pour finir, pour bénéficier du soutien effectif, une fois que vous êtes lauréat, vous allez avoir des obligations de reporting. Et ça, malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que le reporting, c'est la phase au cours de laquelle vous allez devoir justifier que vous avez bien réalisé votre projet sur le plan technique tel que vous l'aviez précisé dans le dossier de candidature, que vous avez bien exposé les dépenses et que vous êtes capable de le justifier aussi. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui s'anticipe. Parce qu'au moment de devoir justifier tout ça, si vous n'avez pas les éléments, on l'a vécu chez un certain nombre de clients, c'est vite un petit peu la course à l'information, c'est vite un peu compliqué. Donc pour éviter ça, on anticipe.
Et là-dessus, l'enjeu, il est simple, hein, c'est que si vous ne justifiez pas des dépenses, vous n'êtes pas payé. Votre subvention, vous êtes peut-être lauréat du dispositif, mais vous ne la toucherez pas. Voilà l'enjeu. Et donc, le dernier point sur les subventions publiques, et qui est un point majeur, c'est que vous ne pouvez candidater que pour des projets qui n'ont pas commencé, qui n'ont pas été initiés. Parce qu'il y a un principe, qui est un principe européen, qui s'appelle le principe d'incitativité, qui dit qu'en pratique, vous ne pouvez pas déposer de demande de soutien si le projet a commencé. Donc, si vous avez commencé votre projet, les subventions publiques, en synthèse, on oublie, c'est trop tard. Sauf qu'il y a d'autres dispositifs, heureusement, qui sont là pour couvrir. Et Jean-François va vous parler à ce propos du crédit d'impôt recherche. Donc un autre outil de financement à la R&D connu, le crédit impôt recherche, on le connaît sous sa forme actuelle depuis 2008, mais il subit régulièrement quelques évolutions. Donc, je vais vous parler de ces évolutions. Donc, ces évolutions interviennent dans un contexte où les États, et plus particulièrement la France, arbitrent entre souveraineté, compétitivité et état des finances publiques. Un petit rappel, donc, ce qu'est le crédit impôt recherche. Donc, c'est un crédit qui vient en déduction de l'impôt sur la société. Ce sont les 30 premiers % des dépenses de R&D sur les 100 premiers millions, et ensuite 5%. On voit que c'est un dispositif généreux. C'est un pilier clé donc je trouve plus mes mots, un peu de fatigue, mais c'est un pilier donc d'attractivité de la France pour la R&D, la recherche privée en France. C'est en effet un dispositif qui coûte cher, plus de 7,6 milliards d'euros en France en 2024. Donc un dispositif généreux, très utilisé, qui coûte de plus en plus cher à l'administration, aux finances publiques. Donc récemment, le législateur est venu raboter un petit peu ce dispositif sur quelques aspects de dépenses. Donc on va parler dans le calcul de l'assiette du crédit impôt recherche. Donc on va parler de l'abrogation de la prise en compte des dépenses liées à la propriété intellectuelle. Donc on parle de frais de maintenance et de défense des brevets, de la veille technologique. Donc ça a représenté à peu près 200 à 250 millions d'euros d'économies. La fin du dispositif des jeunes docteurs, donc un dispositif qui avait été mis en œuvre pour favoriser l'embauche des jeunes docteurs en tant que premier CDI chercheur au sein des entreprises. Une économie d'à peu près 90 millions d'euros d'économies. Et ensuite, il y a eu un rabotement du forfait sur les frais de fonctionnement liés aux dépenses de personnel. Donc, c'est un forfait qui vient environner les dépenses de personnel. Donc, le taux est passé de 43 à 40%, donc, ce qui a représenté une économie d'à peu près 200 millions d'euros. Donc, on voit le dispositif a quand même été bien raboté en 2025. Par contre, en revanche, certaines évolutions sont apparues et qu'il est nécessaire de prendre en compte pour en tirer parti et limiter les risques. On a vu notamment sur le crédit impôt recherche, on est sur des activités éligibles, donc il est nécessaire de démontrer l'éligibilité des projets, donc ça passe par une documentation technique. Donc on a vu arriver des précisions sur des attendus sur la documentation technique à travers le guide publié par le ministère de la Recherche. On a eu quelques précisions sur la prise en compte des activités connexes autour des activités de R&D principalement. On a eu également des jurisprudences intéressantes, notamment sur ce qu'on peut intégrer dans les dépenses de personnel, comme les accessoires de rémunération liés aux AGA, donc les attributions gratuites d'actions. Des choses sur les subventions publiques, où on est venu un peu préciser le détourage de ce qui pouvait être retiré, retraité, des subventions publiques, puisque pour éviter tout double financement, on doit retraiter les subventions au titre de R&D. Donc on a eu des précisions notamment sur les subventions versées par BPI France. Donc on voit que c'est un dispositif, bien que présentant une certaine maturité, il évolue régulièrement et il nécessite donc une interaction assez fine entre les différents acteurs au sein d'une entreprise, que ce soit les équipes de R&D, les équipes fiscales, de comptabilité, de paye, puisqu'on va récupérer d'un côté les activités éligibles et d'un autre côté bien identifier les dépenses éligibles à travers les temps pointés, la rémunération via la paye, tous les accessoires de paye, la comptabilité pour avoir la sous-traitance, etc. Donc il est nécessaire de faire vivre toute cette communauté liée au CIR au sein d'une entreprise. C'est pas forcément évident, c'est chronophage. Donc c'est pour cela que c'est important d'anticiper toutes ces évolutions
pour sécuriser donc, le dispositif et éviter tout risque en cas de contrôle. Donc après vous avoir parlé donc, du crédit impôt recherche donc, qui permet un certain soutien aux activités de R&D, je vais vous dire quelques mots sur le régime de l'IP Box. Cette fois, l'IP Box intervient en aval une fois que vos innovations ont commencé à générer des revenus. C'est un régime d'imposition privilégié qui permet une imposition privilégiée réduite donc de 10% au lieu de 25% classiquement sur certains revenus en lien avec la propriété intellectuelle. Il vise essentiellement deux types d'actifs, les brevets et les logiciels originaux, ce qui est clé pour un certain nombre d'acteurs du numérique. Dans la pratique, donc sa mise en œuvre est conditionnée par plusieurs éléments structurants. Premièrement, bien sûr, la société doit payer de l'IS en France, de l'impôt sur la société. Deuxièmement, les revenus doivent être en lien avec des licences, plus spécifiquement avec des redevances de licence ou de brevets. Et troisièmement, il doit y avoir un lien entre ces actifs de propriété intellectuelle et les efforts de R&D menés en interne en France. C'est le principe du nexus. Plus la part de R&D menée en interne sera importante, plus la part des revenus pouvant bénéficier de ce taux réduit sera important. Concrètement, sa mise en œuvre revêt plusieurs enjeux. Premièrement, donc, de bien détourer les revenus éligibles dans les contrats, notamment les modèles SaaS, pour détourer ce qui est lié à la licence de ce qui est lié aux frais d'infrastructure, de maintenance. Deuxièmement, donc, de bien documenter le lien avec avec les projets de R&D. Et troisièmement, donc, de bien sécuriser le calcul du nexus. Donc, pour conclure sur l'IP Box, c'est un régime qui représente une opportunité fiscale significative pour les sociétés innovantes. Il ne s'improvise pas puisqu'il nécessite une interaction fine entre juridique, fiscalité et R&D, ainsi qu'un bon couplage avec le CIR. Donc il est important de bien coupler le binôme CIR-IP Box pour financer les projets de R&D et de profiter durablement d'une fiscalité réduite sur les revenus qui en découlent. Mot de conclusion. Pour finir, on vous a fait part des principaux dispositifs en France d'incitation à la R&D, à la transition et à l'industrialisation. Il faut juste avoir en tête que ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Il y a le dispositif JEI qui va concerner un certain nombre d'acteurs ici. Il y a le C3IV aussi qui vient d'être conduit là pour tout ce qui va être investissement productif dans des secteurs clés pour la transition environnementale. Bref, il y a d'autres choses, il ne faut pas se limiter à ça. On a fait le choix de vous présenter les principaux pour des raisons de timing. De toute façon, vous, en termes d'approche, on pense que le plus important, c'est déjà de faire un état des lieux dans les entreprises. Peu importe, encore une fois, comment vous vous y prenez, mais le fait de faire un état des lieux, ça va vous permettre, vous, déjà, d'être au clair sur vos projets, sur ce dont vous bénéficiez déjà et des opportunités qu'il pourrait y avoir derrière. Donc cet état des lieux, c'est important d'y penser. Ensuite, la mise en place d'une stratégie globale. On l'a évoqué sur le lien IP Box, crédit impôt recherche, ça vaut pour les subventions. Le fait d'avoir une approche globale, ça vous permet de capter des financements qui vont être cohérents entre eux. Si vous faites du CIR, vous pouvez faire de l'IP Box. Si vous ne faites pas de CIR, vous ne pouvez pas faire d'IP Box. Concrètement, il y a ce genre de choses. Les subventions publiques, la façon dont vous les positionnez, ça vous permet de bénéficier ou non d'autres dispositifs. Donc il faut faire attention à tous ces aspects-là, d'où l'approche globale. Et pour finir, vous avez entendu, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. C'est un domaine extrêmement dynamique. Le fait d'anticiper les évolutions, d'avoir des veilles, de bien comprendre ce qui se passe, ça va vous permettre, vous, de tirer parti de ces évolutions plutôt que de les subir. On n'est pas très heureux de se rendre compte qu'il y a un dispositif merveilleux en termes de subventions dans lequel on rentrait parfaitement, dont la deadline c'est dans 2 semaines, parce que c'est trop court pour faire quelque chose de compétitif. Voilà pour le mot de la fin. En tout cas, nous, on va se mettre sur le côté. Je ne sais pas exactement lequel, mais on sera visible et on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, merci beaucoup.